C'est une étude McKinsey qui disait que 72% des entreprises n'avaient pas réussi à exploiter leurs données, faute de culture data. Donc en fait, on voit qu'il y a un vrai problème aujourd'hui. Il y a une disponibilité des outils, mais il n'y a pas pour autant une capacité de l'entreprise à mobiliser ses équipes pour utiliser les outils mis en place. On va co-créer des cas d'usage, c'est-à-dire qu'on va avoir la formation qui va être à titre très pédagogique et ensuite un cas d'usage qui va permettre de mettre en application la formation sur le vécu du collaborateur. Le but de l'Académie Data, c'est que les métiers utilisent la donnée. Et pour que les métiers utilisent la donnée dans leur quotidien, il faut arriver à les projeter dans ce que ça va être. Donc il faut fonctionner par business unit, et ensuite par typologie de métier, et par niveau d'utilisation de la data. Aujourd'hui, je reçois Alexandre, qui est un expert sur le sujet de la formation data et qui a d'ailleurs cofondé DataBird, le bootcamp de data qui a déjà formé plus de 3000 personnes à la data depuis 2020. Aujourd'hui, Alexandre va nous faire une petite masterclass sur comment lancer une Data Academy dans sa boîte pour former ses équipes métiers à la data et améliorer leur performance. Parce qu'en plus du bootcamp physique et à distance pour les particuliers, vous formez en fait aussi les entreprises et notamment les équipes métiers des entreprises. Et donc, c'est quelque chose que vous avez déjà fait plein de fois. Hello Alexandre, ça va ? Ça va et toi ? Super. Écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Pareil. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots pour commencer, s'il te plaît ? Avec plaisir. Donc pour ceux qui m'ont déjà écouté sur ton podcast, on a déjà intervenu, je pense, 1 ou 2 fois avec Antoine, mon associé. Cette fois-ci, je suis venu tout seul. Moi, j'ai fait un parcours à HEC Business au début, à Alix, à l'École Polytechnique, faire un master Data Science for Business. Ça me permettait d'allier un petit peu à la fois le côté business et le côté technique qui me manquait un peu en école de commerce. Ensuite, j'avais un peu de temps en temps, et on m'avait contacté pour devenir freelance et donner des cours. Donc, je suis allé donner des cours à la Défense pour des grosses boîtes, et je voyais que le format n'était pas toujours adapté et les programmes pas toujours bien conçus pour la population à former. Et du coup, j'ai eu envie de monter mon école. J'avais Antoine qui était avec moi à HEC. On a monté notre école ensemble et on avait envie d'abord de former l'individu pour bien comprendre ce que l'individu avait besoin. Et là, maintenant, on a envie de former plutôt des organisations pour avoir aussi plus d'impact que seulement sur l'individu. Aujourd'hui, l'objectif, c'est que tu nous fasses une petite masterclass sur le lancement d'une Data Academy. Peut-être la première question qu'on pourrait se poser dans le cadre de ce challenge-là, c'est pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui pour une boîte de lancer une Data Academy ? En gros, il y a une vraie notion de timing. C'est-à-dire que moi, quand je suis sorti d'école, il y a 3-4 ans, toutes les entreprises n'avaient pas encore... avaient déjà peut-être le projet de passer sur le cloud, mais ce n'était pas encore vraiment acté, réalisé. Du coup, aujourd'hui, on voit que les entreprises passent sur le cloud. Il y a une vraie notion de disponibilité des données aujourd'hui pour toute l'entreprise. Et il y a des investissements massifs qui ont été faits. Donc, en fait, on a besoin aujourd'hui fédérer la donnée, d'avoir un acteur central dans l'entreprise qui va piloter le data model, la gouvernance des données, qui va être garant en fait de cette qualité de données. Et ensuite, l'idée, c'est de faire participer tous les métiers. Pourquoi les métiers ? Justement, pour pouvoir être plus proche de la donnée, créer plus de valeur. On peut aussi désengorger l'équipe data. On le voit, l'équipe data, souvent, elle est sous l'eau. Et du coup, ça permet d'autonomiser les métiers. Et en vrai, il y a aussi un aspect un peu kiffant. Quand on est métier et qu'on est autonome, en fait, notre travail il est déjà plus intéressant que quand on doit à chaque fois demander pour faire une requête un peu complexe à une équipe data. Et d'ailleurs, une stat qui m'avait pas à le parler, c'est une étude notamment de McKinsey, qui disait que 72% des entreprises n'avaient pas réussi à exploiter leurs données, faute de culture data. Donc en fait, on voit qu'il y a un vrai problème aujourd'hui, il y a une disponibilité des outils, mais il n'y a pas pour autant une capacité de l'entreprise à mobiliser ses équipes pour utiliser les outils mis en place. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est vrai que j'avais pas forcément vu la journée comme ça, si tu dézoomes un petit peu. En fait, historiquement, avant le cloud, en fait, les boîtes, elles faisaient de la data, mais c'était plus des analyses sur Excel. En fait, c'était des tableaux croisés dynamiques. Tes données, c'était des fichiers Excel ou des scénarios, des choses comme ça. Ensuite, il y a eu le cloud qui a permis de centraliser finalement toutes les données de l'entreprise. Mais là, ça a rajouté une couche de complexité où d'un coup, on ne pouvait plus accéder à cette information sans avoir un minimum de bagage technique, genre le langage SQL, etc., etc. Et donc, c'est devenu un peu la chasse gardée d'une équipe data centralisée pendant assez longtemps. Donc ça a marché le temps que ça a marché, mais bien évidemment, en fonction des tailles de boîte, souvent cette équipe data s'est retrouvée à devenir un goulot d'étranglement. Et donc aujourd'hui, on voit qu'il se repasse finalement une décentralisation où ça fait sens de venir former le reste des collaborateurs pour que, en fait, en autonomie, ils puissent venir accéder à cette donnée, comme avant, quand tu allais tout simplement télécharger depuis ta knowledge base, tu vois, ton fichier. Maintenant, tu es capable de venir faire ta requête SQL pour récupérer des données dont tu as besoin et tu n'es pas dépendant d'une équipe data qui est complètement sous l'eau, quoi. Ouais, les fichiers Excel, ils sont quand même encore toujours Oui, bien sûr. L'idée, c'est effectivement pouvoir utiliser au milieu les outils modernes dans les entreprises. Et moi, j'aime bien la métaphore un petit peu
des États-Unis. Tu vois, les États-Unis, c'est un État fédéral avec un gouvernement fédéral et ensuite des gouvernements dans chaque État américain. Bah, l'idée, c'est un peu ça. Il y a un gouvernement fédéral, c'est l'équipe data qui va être spécialisée et garante de la bonne application des lois internes de ta gouvernance. Et chaque État va être capable de customiser un petit peu son utilisation de la data. Donc, je suis en finance. Bah, j'ai des logiciels comptables peut-être un peu différents que la majorité de la boîte. Et je suis capable, en interne, d'intégrer des nouvelles données et de les utiliser surtout pour mes analyses. C'est un peu, en fait, quand tu lances une data academy, ça peut te permettre de tacler 2 problèmes. C'est, d'un côté, ça peut être, tu es dans une boîte où il y a un manque de culture data. Et donc, finalement, grâce à la formation, tu vas aussi créer l'appétence et l'envie chez tes collaborateurs de plus utiliser la data. Et après, ça va aussi te permettre, tout simplement, parce que dans d'autres boîtes, tu vois, moi, je vois sur le podcast, on parle avec parfois des grosses boîtes où il va plutôt y avoir cet enjeu, développer la culture. Et puis parfois, il y a des plus petites boîtes où ça peut être l'inverse. C'est-à-dire que les gens, ils sont friands de data, ils en veulent tous, beaucoup plus, etc. Mais ils n'ont juste pas encore les outils, entre guillemets, pour pouvoir y accéder en autonomie. Et donc, on retrouve cette problématique de goulot d'étranglement. Et donc, je suppose qu'après, tu vas pas approcher le problème de la même manière en fonction de ton contexte. Mais voilà, ça va être un peu les 2 gros objectifs. Exactement. Moi qui suis aussi consommateur de ton podcast, il y a eu, je pense, Suez et Air France qui sont venus, qui sont plutôt des grosses boîtes sur comment j'ai une gestion de projet complète sur l'utilisation de la data dans mes métiers. Et puis des boîtes comme Oversea qui sont un peu plus petites, avec un recrutement assez biaisé finalement, qui attire des talents qui sont déjà très au fait des nouvelles technologies, très digital native, mais qui doit plutôt en fait arriver à synchroniser, à harmoniser un petit peu ces compétences-là pour avoir des bonnes strates d'utilisation de data, du plus opérationnel au plus technique, quoi. Moi, je te propose qu'on passe à l'étape suivante. Donc, il y a peut-être un premier élément lorsque, alors je ne sais pas exactement qui ça va être, mais je suppose que ça va être, je sais pas, un directeur data d'une entreprise qui va prendre en main le sujet de « Ok, maintenant je lance la Data Academy ». Peut-être la première barrière, ça va être d'aller convaincre le COMEX de l'utilité de ce type d'initiative. Bon, au-delà de formaliser les éléments dont on vient de parler sur un deck pour aller le présenter, comment toi tu recommandes de structurer un peu la première approche pour aller convaincre le COMEX? Tu as mis le doigt sur quelque chose de super important. Désolé pour le franglais, mais sans executive sponsorship, sans volonté du management de vraiment faire une transition data, c'est impossible. Donc il faut vraiment arriver à les convaincre. Et comment les convaincre? Il faut créer de la valeur. Et comment créer de la valeur? C'est trouver un département qui est capable, avec la data, de générer rapidement de la valeur, ensuite de les former, de les upskiller, pour ensuite démontrer cette valeur au top management, au COMEX, et en leur démontrant, en fait, par A plus B, on leur dit, avec une montée en compétences de vos équipes, on est capable de générer tant de valeur. Alors, il faut un petit peu industrialiser le process, quoi. Oui, donc tu me prouves par l'exemple. Exactement. C'est une dizaine de personnes, en général, pour moi, c'est ce que je conseillerais de faire. Hein. Une dizaine de personnes qui vont suivre une formation, je dirais, sur une grosse semaine. Ça va pouvoir démontrer de la valeur. Et ensuite, on a un ROI qui est rapide et facile à calculer. Donc, avec de l'exemple, comme tu dis. Et moi, je pense à pas mal d'entreprises qui ont pu créer ces Data Academy grâce à ça. Qui fonctionnent assez bien. Je pense notamment à LVMH ou Michelin avec des initiatives individuelles qui ensuite sont orientées au management. On a fait beaucoup de bruit autour de ces initiatives, ce qui a permis de créer de l'excitation, quoi. Et tu as une conviction sur souvent quel va être le meilleur département pour démarrer? Les départements, je trouve qu'ils sont assez sensibles dans les entreprises. Ça peut être la finance ou le marketing. Le marketing, historiquement, en digital, est très data-driven, donc beaucoup de données à générer, donc assez intéressant. Et les finances aussi, gros friands d'utilisateurs d'Excel, capacité de ramener des logiciels comme Power BI, par exemple, qui vont ramener beaucoup de performances très rapidement. Et avec une économie de temps, assez facilement, on peut calculer la valeur même chiffrée, quoi. Oui, tu vas chercher les profils qui ont quand même le plus de chances de succès dans leur adoption de ces nouvelles connaissances parce qu'ils sont déjà data-driven et ça rejoint un peu ce qu'on disait avant, mais c'est-à-dire que peut-être ils vont déjà être très bons sur Excel. Exactement. Ils ont déjà ce sens analytique à la base, il leur manque juste peut-être la couche un peu plus technique. Exactement. Et je te propose peut-être qu'on rentre dans le vif du sujet maintenant. J'aimerais bien que tu nous expliques qu'est-ce qu'on met dans un programme. Quels sont les sujets sur lesquels on va former les collaborateurs? Encore une fois, je suis directeur data, j'ai envie de construire un bon programme. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Alors, dans ta question, il y a un peu deux questions sur à la fois qu'est-ce qu'on met et qu'est-ce qu'un bon programme. Je pense que ce qui est important de début de bien définir, c'est qu'est-ce qu'un bon programme pour ces populations-là. Donc, il faut s'adapter au profil conforme. Tu vois, tu m'as posé la question, c'est quel département qu'on forme en premier? En fait, le département marketing, on ne va pas le former de la même manière que le département finance. Pourquoi? Ils n'ont pas les mêmes données. Donc forcément, la formation ne va pas être similaire. Et c'est vraiment important aussi de partir du principe que c'est de l'andragogie, donc c'est de la formation pour adultes. Il faut vraiment s'adapter au contexte dans lequel
l'adulte va évoluer. Donc, on a besoin de customisation, donc on a besoin de comprendre les outils que l'entreprise utilise, on a besoin de comprendre les forces en présence, comment est composée l'équipe data, et la data gouvernance qui a été mise en place. Et ensuite, on va co-créer des cas d'usage. C'est-à-dire qu'on va avoir la formation qui va être à titre très pédagogique, et ensuite un cas d'usage qui va permettre de mettre en application la formation sur le vécu du collaborateur. Ça, c'est vraiment super important parce que, en fait, c'est vraiment comment j'arrive à donner du réel à ma formation. Si on prend un exemple, c'est j'apprends Power BI, je fais du Power BI, et ensuite maintenant, si j'ai juste appris Power BI, en fait, comment je l'applique concrètement dans mon travail, je suis en contrôleur de gestion. En fait, j'ai un cas sur mes données où je dois faire un dashboard qui peut analyser soit des chiffres comptables, soit l'état de santé du business, plutôt que faire un reporting trimestriel. J'ai un reporting qui est live, et ça génère beaucoup de valeur. Ça permet en fait de faire une mini-incubation de projet. Et ça, c'est super important. Et ensuite, la pédagogie, c'est aussi de la répétition. Donc, dans le programme, c'est important d'avoir beaucoup de pratiques. Ça, c'est un peu ce qu'on fait en B2C, et c'est tous les bons préceptes du B2C qui s'infusent un petit peu. Voilà, quand tu dis B2C, tu fais référence au bootcamp, par exemple, que vous avez monté, où vous formez des particuliers. Là, ouais, j'avais entendu qu'en général, et puis on en a déjà parlé, c'est un peu de théorie le matin, peut-être pendant 1 heure ou 2, mais sinon, grosso modo, tu passes ta journée à pratiquer, et à répéter, et à assimiler les concepts. Donc, ça revient un peu à la question, effectivement, un bon programme, c'est beaucoup de pratique aussi. C'est super important parce que c'est la pédagogie, c'est de la répétition. Ouais. Donc, c'est beaucoup de pratique, beaucoup de contenu à consommer aussi en asynchrone. Très important. Et c'est là que c'est intéressant, tu vois, peut-être aussi de l'expérience que vous avez d'avoir formé 3000 personnes et d'avoir vu à un niveau individuel qu'est-ce que ça prend de faire rentrer des concepts, tu vois, chez quelqu'un, parce que finalement, en entreprise, à la fin, le résultat attendu est quand même le même. Alors oui, il y a beaucoup plus de contextualisation, comme je viens de l'évoquer, mais le résultat, c'est qu'à la fin, les concepts sont assimilés. Et du coup, je comprends il y a un gros besoin en customisation, comme je l'ai évoqué, que du coup, on ne peut pas trop se dire en mode, bon, je vais copier-coller ce qu'a fait telle boîte dans une autre boîte, mais si tu devais quand même nous schématiser comment se déroule un peu un programme, comme toi, tu l'as déjà vu, tu vois, avec des boîtes avec lesquelles vous avez bossé, quels sont les grands modules? Une fois qu'il y a un peu ce cas d'usage qui a été démontré, à la valeur qui est démontrée, ensuite, les grands modules, tu vas avoir des modules d'acculturation, donc compréhension de la data, de ses enjeux, du stack en place dans l'entreprise, la stratégie de l'entreprise. Et ça, en général, nous, ce qu'on conseille, c'est de le faire en 3 niveaux. Formation COMEX, souvent vraiment les gros enjeux de l'entreprise et la stratégie data dans les prochaines années. Middle manager, comment moi, je peux arriver en tant que manager à insuffler une culture data à mes équipes. Et ensuite, plus opérationnel, comment en tant que contributeur individuel, je peux m'inclure dans cette stratégie data. En général, si il y a des spécificités, on peut conseiller de faire des formations sur site et hors site, peuvent être un peu différentes, notamment dans la manière de consommer les contenus. Parfois, des contenus un peu plus courts hors site, plus sur mobile, voilà. Donc ça, c'est la première grosse brique, la culturation, c'est le socle, en fait. Prendre où on va et pourquoi on le fait. Puis souvent, les formations, c'est aussi du tooling. Je parlais beaucoup de Power BI. C'est un outil que beaucoup de boîtes sont en train de mettre en place. Du coup, Power BI, c'est aussi de se dire, il faut s'adapter au contexte de l'entreprise. On sait segmenter l'apprentissage par différents niveaux. Donc, tu vois, tu peux avoir un niveau plutôt expert qui va être capable de communiquer avec les équipes data et faire le data model, un peu ton champion, capable d'utiliser le data model pour faire des dashboards relatifs à son département et plutôt des analyses ad hoc. Et puis des lecteurs. En fait, finalement, c'est aussi la majorité de ton entreprise qui va consulter des dashboards et comment les consulter pour s'assurer que je consulte quelque chose de qualité. Donc là, tu vas expliquer un peu tout cet écosystème où tu recommandes presque d'avoir du coup des sessions et des exercices personnalisés par rapport à ces différents personas. Ah, exactement. Mais du coup, c'est quand même un taf monstre. En fait, si on fait pas ça, l'Académie Data, elle a beaucoup moins son sens. En fait, le but de l'Académie Data, c'est que les métiers utilisent la donnée. Et pour que les métiers utilisent la donnée dans leur quotidien, il faut arriver à les projeter dans ce que ça va être. Donc, il faut fonctionner par business unit, et ensuite par typologie de métier, et par niveau d'utilisation de la data. Super intéressant. Donc, tu m'as dit brique 1, acculturation. Donc là, c'est un peu plus la strat que fait l'entreprise, les concepts, l'écosystème data, etc. Deuxième couche, on rentre direct un peu dans le dur avec les outils. Ouais. Et après. Ouais, exactement. Il y a ensuite, tu peux avoir une troisième brique sur former vraiment les champions par département qui vont être aussi vecteurs de communication de ces cultures et continuer à dynamiser ces équipes. En fait, il faut vraiment casser les silos entre la tour d'ivoire data qui ne communique pas avec les équipes et les équipes qui sont pas capables de communiquer avec elles et qui se sentent frustrées dans leurs analyses parce qu'elles sont pas capables de les faire, quoi. Donc là, c'est quoi? C'est ceux qui vont avoir une grosse appétence ou qui vont être meilleurs pendant la formation et qui vont le découvrir. Et donc là, il faut être un peu aux aguets d'essayer de commencer à créer un peu cette communauté de champions. Exactement, ouais. Et c'est spécifiquement encore sur les outils, ouais, que là, vous allez les former même peut-être une step plus loin. Ouais, c'est plus agnostique que sur les outils. On va commencer par du SQL.
Ensuite, inclure un petit peu aussi des préceptes de data model. Si l'entreprise est familière avec DBT, pourquoi pas mettre un peu de DBT. Ensuite, aller peut-être un peu sur Python pour faire des cloud functions, ou être encore un peu plus loin si c'est Data IQ, pour inclure Data IQ dans les métiers. En fait, on va rentrer dans la technique et ça va être super important pour autonomiser aussi les équipes métiers dans leur capacité à aller loin et en profondeur dans les analyses. Du coup, il y aura moins de volume, mais des formations plus complètes. Et du coup, tu vois, sur les durées, peut-être ça peut être intéressant pour les auditeurs. L'acculturation, tu vois, ça va en général 1 ou 2 journées. C'est des formations qui sont plus rapides, où on va avoir plutôt une stratégie soit d'événementiel, soit de conférence, qui va un peu créer cette communauté data. Voilà, on est tous ensemble dans le même bateau, pourquoi on le fait. Et maintenant, on explique. Les outils, ça peut aller jusqu'à une grosse semaine. Mais globalement, c'est des choses qui sont plutôt bien faites, avec une interface utilisateur assez facile à utiliser. C'est pour ça qu'on commence par les outils, parce que les personnes vont toujours privilégier un outil facile à utiliser plutôt que du SQL, un peu barbare pour avoir fait le métier. Et ensuite, pour les champions, ça peut aller jusqu'à 2-3 semaines. Et chaque fois, en fait, ce qu'on va faire, donc l'acculturation, ce que je disais, c'est une conférence événementielle. Et ensuite, les 2 autres, on va plutôt fonctionner par promotion. Tu vois, une dizaine de personnes, comme ça, les gens peuvent échanger, poser leurs questions, qu'il y a un peu plus de technicité avant. Alors attends, du coup, je récap pour qu'on ait bien les trois phases en tête. Donc c'est phase 1, tu l'as dit, l'acculturation. Phase 2, c'est plutôt la couche outils, et où là, ça va être pour tout le monde. Et phase 3, là, en revanche, on va prendre que les champions, ceux qui ont une appétence un peu plus forte ou qui ont envie d'investir sur la data. Et là, on va rentrer dans des sujets plus techniques. C'est peut-être, on va commencer à coder en SQL, donc c'est quand même une step un peu plus loin. Mais comme tu le dis, c'est encore une fois, c'est customisable. Donc, ça doit être customisé même. Et donc, en fonction de l'entreprise, on va aller rajouter les outils et des éléments. Peut-être on va rentrer dans les modèles, etc. de données. Donc, ok, super intéressant. Et donc, peut-être si je dézoome une seconde, parce que je me rends compte qu'il y a pas mal de taf. Et genre, si tu nous passes un peu les grandes phases, donc il y a finalement le proof of concept du début, enfin le test un peu qui va nous permettre de convaincre le COEX. Ça, c'est phase 1. Ensuite, il y a cette deuxième phase qui est la formation complète. En tout, combien de temps ça prend pour une boîte? Et encore une fois, je pense que ça va dépendre de l'ambition, mais tu vois, un peu pour qu'on ait une timeline un peu type, une roadmap un peu type en tête. Déjà, rien que pour faire un POC, on a besoin de 1 à 2 mois. Parce qu'on a besoin de ce diagnostic data et cette création de cas d'usage. En fait, sans cas d'usage, il n'y a pas de valeur générée. Après, tu fonctionnes plutôt par business unit. Ça dépend forcément de la taille de ta business unit. Mais je dirais, ça peut prendre 4-5 mois selon ce qu'on va faire. Enfin, je veux dire du bout en bout. Hein. C'est-à-dire que quand je dis 4-5 mois, c'est... Il y a le temps de la création de la formation. Exactement. Nous, on arrive, on s'assure que les profils aillent sur la bonne formation. Ça, c'est essentiel. Donc, on fait une cartographie des compétences et on dit, OK, voilà, vu qu'il y a quand même beaucoup de complexité à la fois dans la culturation, à la fois dans les outils, à la fois dans les champions, il faut que l'entreprise ait une très bonne connaissance des forces en présence. Parce qu'une formation avec la mauvaise personne sur la mauvaise formation, ça n'a aucun intérêt. Une cartographie des compétences. Ensuite, contextualisation. J'adore le répéter, mais c'est super important. Création de nouveaux cas d'usage pour cette BU spécifiquement. Et par niveau. Et ensuite, tu as les formations, l'apprentissage en tant que tel. Ça peut aller d'une demi-journée à 1 mois. Ça, c'est quand on parle formation, c'est vraiment ça, la formation. Le reste, c'est vraiment la gestion de projet et qui fait que ça a de l'intérêt parce que c'est super important de contextualiser et d'avoir une vraie gestion de projet. Et le dernier temps, c'est le plus long, mais c'est la phase d'assimilation des compétences. Moi, je le voyais quand je faisais des formations en B2B, j'arrivais, j'étais là 2 jours, je repartais, et en fait, les collaborateurs, ils savaient pas pourquoi ils avaient fait cette formation, ils savaient pas comment l'appliquer. Du coup, nous, on a des phases d'assimilation qui vont durer plus ou moins 3 mois. Pendant 3 mois, on va avoir ce qu'on appelle les touch points. On va dire, OK, à distance, on se réunit. Comment vous avez utilisé les logiciels que vous avez appris? À quelle fréquence? Dans quel contexte? Quelle valeur ça vous a généré? Et quelles questions vous avez? Et ça, c'est vraiment aussi essentiel d'avoir ces phases. Et ensuite, à la fin, bilan, itération, bilan en valeur générée pour l'entreprise. Donc, est-ce qu'on arrive à la chiffrer? Le NPS et les compétences apprises. Et l'itération, comment on fait pour toujours s'améliorer, puisqu'on peut toujours s'améliorer. Et je voulais revenir une seconde, parce qu'on a évoqué un petit peu le format, mais de manière très superficielle. Et je me dis, c'est pas forcément évident dans un certain nombre de boîtes, notamment des grosses boîtes, où tu vas avoir une partie des collaborateurs qui sont très très loin de ces sujets et qui sont pas forcément appétents à la tech. Ça va pas être évident de les former. Et donc, d'un point de vue pragmatique, en termes de format, qu'est-ce qui marche le mieux? À quoi ça ressemble? Est-ce que vous avez réussi à recréer un peu ce qu'on trouve en bootcamp, justement, cette association entre du physique, la théorie, de la pratique, mais aussi des exercices à faire? Enfin, est-ce que tu peux nous prendre par la main et nous dire à quoi ressemble un petit peu une semaine type, tu vois? Bien sûr, et tu l'as dit au début de ta question, former des gens qui sont pas toujours très digital native ou au fait en termes des compétences, c'est pas facile. Ça, c'est sûr. Mais c'est justement aussi ce qui est super intéressant intellectuellement parlant.
Donc le but, ça va être de créer encore une fois la valeur rapidement. Et ce qui fonctionne bien, c'est d'avoir quand même un temps de formation qui est relativement court. Donc un peu en mode bootcamp. Tu vois, tu essaies de banaliser maximum 2 jours dans une semaine, parce qu'après, c'est compliqué. Et les collaborateurs ne font que ça. On coupe les emails, on coupe Teams, on coupe Slack. On fait que ça pendant quelques semaines selon la durée de la formation. Mais ça peut être, tu vois, 2 semaines, 2 jours par semaine, ça fait 4 jours. Tu as déjà des beaux résultats. Et ensuite, tu as ces côtés touchpoint et contenu en asynchrone à consommer, ou sur le temps long, tu vas être capable, tu vois, de temps en temps, on conseille des podcasts data chain aussi, tu vois, sur un moderne data stack ou un cas d'usage qui permet de contextualiser vraiment l'environnement data. Et nous, on a notre plateforme pédagogique aussi. C'est aussi important de ramener, tu vois, ces contenus-là dans l'expérience d'apprenant, pour qu'ils puissent vraiment continuer d'apprendre même à la sortie de ces 2 fois 2 jours qui peuvent paraître très courts, et de pouvoir aussi poser leurs questions, quoi. Le moment le plus intense, on va dire, de la formation à l'échelle de toute ta phase que tu as évoquée, là, ça ressemble finalement à la méthodo bootcamp, où tu t'en prends plein la tronche pendant une journée. Enfin, tu as un cours le matin avec quelqu'un qui maîtrise très bien les sujets, qui dure 1 heure ou 2 de théorie, mais après, tu as les mains dedans, tu es en train de construire ton dashboard, sur un exercice qui a été adapté, parce que tout a été préparé en amont, et tu ressors du truc au bout de ta journée de 7 heures, et tu as appris une tonne. Et comme tu dis, si tu en veux encore plus, après, y a une plateforme pédagogique où tu peux aller chercher plus de contenu, etc., pour continuer à parfaire tes connaissances. C'est ça, soit si tu veux encore plus, soit si tu veux réviser, et puis aussi on a des contenus obligatoires quand même à consommer pour te dire que l'apprentissage, c'est pas 2 fois 2 jours. En fait, tu l'as dit tout à l'heure, hein, mais c'est un projet qui est complexe. On parle d'une transformation d'interne d'une entreprise, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut vraiment voir ça comme un processus continu et du temps long, et il faut l'accepter. Du coup, en capitalisant sur des contenus e-learning, ça fonctionne bien. Et c'est important, tu l'as mentionné aussi, je ne suis pas vraiment revenu, mais sur ces profils qui sont un peu éloignés parfois de la tech, on a vu pas mal d'entreprises qui mettaient que des contenus e-learning à consommer. Et ça, nous, les retours d'expérience qu'on a, c'est que ça ne fonctionne pas. Ça peut être plus économique, mais ça ne fonctionne pas. Moi, je l'ai vu dans des boîtes quand je faisais du conseil, et le truc où tout le monde qui a un espèce de parcours avec des badges, et nous-mêmes, on faisait de l'analytics dessus, on essayait de piloter le suivi, mais en fait, déjà, t'arrives pas à... Enfin, tu vois que l'engagement est quand même pas ouf, genre même en termes de stats. Et 2, même quand tu vois des gens qui ont fait leur parcours, tu sais pas vraiment ce qu'ils ont appris, parce que tu dis, en fait, tu te mets pendant des heures devant un truc de e-learning qui est pas du tout engageant, surtout quand tu es dans un contexte de boîte où les gens, à la base, ne savent pas trop encore pourquoi ils ont besoin de comment la data. Tu vois, où c'était dans une démarche où voilà, tu es quand même en train d'aller les chercher, de leur créer de l'appétence, les convaincre, les évangéliser, entre guillemets, à l'impact de la data. Peut-être que c'est un peu différent quand tu es dans une startup où là, tout le monde est hyper tech-savvy, a envie de faire de la data et qui sont super motivés pour apprendre le SQL, bon, à voir. Mais bref. Et je voulais revenir une seconde sur l'axe pédagogique, parce que finalement, c'est quand même le nerf de la guerre. Et tu l'as dit, à force d'avoir vu des milliers de personnes apprendre, potentiellement, tu as sûrement des petits tips de qu'est-ce qui marche pas, des bonnes pratiques à avoir dans sa data academy en tête pour être efficace d'un point de vue pédagogique. Nous, on a un peu de 2 mots d'ordre. Ça va être contextualiser et voir le temps long. Donc, contextualiser, c'est encore une fois ramener des données du métier. Créer un scénario pédagogique, donc engageant, même sur les contenus e-learning. Et du temps long, c'est effectivement ramener des contenus e-learning là-dedans. Et c'est important d'avoir ces 2 axes-là. Enfin, parmi tes auditeurs, je pense qu'il y en a plein qui évoluent aussi en startup et qui considèrent que tout le monde est très familier avec tous les logiciels data, parce qu'on a grandi avec, parce que c'est dans le secteur, on est très dynamique. Il faut aussi imaginer qu'il y a des gens qui sont parfois un peu plus technophobes. Ils disent, en fait, on va me donner un logiciel, je vais rien comprendre, j'ai pas envie. Soit des gens, ça fait 25 ans qu'ils utilisent Excel, ils ont toujours fusionné leurs cellules ensemble. Ils disent, pourquoi on m'empêche de fusionner mes cellules pour partager mes contenus alors que j'adore mettre en forme. Du coup, il faut leur expliquer de manière très pédagogique. Et voir c'est vraiment ça, ce temps-là aussi, pour changer les habitudes de 25 ans d'utilisation d'Excel. Bon, ça se fait pas en 2 jours, quoi. Et du coup, c'est aussi de ramener, post-formation, des contenus explicatifs et des preuves par l'absurde aussi. Tu vois, je te parlais d'exemple sur Excel. On fait un test tous ensemble. On calcule un résultat sur Excel. Est-ce que tout le monde a la même chose? Non. Voilà, la preuve par l'exemple est concrète. Vous savez pourquoi il faut utiliser un logiciel, quoi. Je rebondis une seconde sur ce que tu as dit. On a tous grandi avec des logiciels data. Pendant une seconde, je t'ai imaginé à 2 ans, tu sais, genre en couche, toi, tes parents, ils t'ont offert Power BI à Noël. Mais excellent et très clair. Et juste pareil, je pense qu'on a déjà évoqué ces points à droite à gauche, mais important, je pense, de les récap. Quelles sont les plus grosses difficultés, selon toi, les pièges dans le cadre de ce challenge, donc le lancement d'une data academy? Qu'est-ce qu'un leader data doit avoir en tête dans le cadre de ce challenge?
Ouais, tu l'as dit au tout début, hein, c'est l'executive sponsorship, c'est avoir le management à bord, insuffler un peu cette approche de ok, c'est là où on veut aller, c'est là où est la stratégie, c'est là où on va tous aller. Ensuite, un deuxième un peu piège qu'on peut rencontrer, c'est la mauvaise personne sur la mauvaise formation. Et ça, il faut absolument éviter. Et c'est pour ça qu'on a ces tests de positionnement en amont, qu'ensuite on a ces cas d'usage qui permettent de rendre la formation contextualisable et de pouvoir l'appliquer à la fin. Aussi, si je forme tout le monde sur un outil spécifique, et qu'à la fin de la formation, ils n'y ont pas accès. C'est dommage, mais ça peut arriver aussi dans un second temps. Mais je veux dire, c'est d'avoir ça prévu en amont. Ok, super clair. Et un autre sujet qui buzz beaucoup en ce moment, et donc c'est intéressant d'avoir ton avis là-dessus, c'est les IA génératives. Du coup, je me demande un peu comment vous, parce que bon, entre la data et les IA génératives, il y a clairement un énorme lien, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est presque en train de devenir un sujet à part entière. Et donc, vous, est-ce que c'est un sujet que vous conseillez absolument d'intégrer dans la formation ? Ou est-ce que finalement, pour le besoin dont on est en train de parler, à savoir des équipes métiers qui utilisent la data, c'est pas non plus game changer et bon, peut-être vous le mettez un peu dans la partie acculturation, mais... C'est une bonne question. Moi, je suis convaincu qu'il y a génératif, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Ça a beaucoup de vertus, hein, donc c'est sûr qu'on le met dans nos formations. Mais on est aussi convaincu un peu du no bullshit, c'est-à-dire que si c'est pour mettre l'IA générative et commencer à en faire toute une tartine, mais derrière ne pas contextualiser ou ne pas avoir des applications concrètes, on va pas le mettre. Donc en fait, l'idée, comme tu l'as dit, c'est l'inclure au début dans la culturation. Voilà, c'est quoi les grandes tendances dans l'IA générative, les grands cas d'usage. Qu'est-ce que l'industrie a réussi à faire ? Par exemple, si tu travailles dans l'aéronautique, qu'est-ce que dans l'aéronautique on est capable de faire avec l'IA générative par BU ensuite, et ensuite commencer à co-construire ensemble des cas d'usage sur de l'IA générative, mais sans rentrer non plus dans la technicité. Il faut mettre en place un LangChain pour un profil qui est contrôleur de gestion. Ça n'a pas de sens sans l'avoir formé avant sur les bases, quoi. Oui. Mais donc, ok, pourquoi pas avoir dans les modules des petits exercices qui commencent à toucher aussi, à évangéliser sur ces sujets-là. Et puis, ça peut être aussi une stratégie presque marketing de la Data Academy pour créer de l'adoption, parce que c'est peut-être des sujets sur lesquels, tu vois, des équipes métiers vont être plus sensibles, tout simplement parce que tout le monde en parle tous les jours sur LinkedIn et que, tu vois, c'est un peu plus sexy actuellement que la data. Et du coup, on en a parlé un petit peu au début, vous avez lancé il y a un moment une offre justement pour accompagner les entreprises dans le lancement de Data Academy. Tu peux nous expliquer un peu la genèse ? Avec plaisir, ouais. Comme je te le disais, on a commencé plutôt par des B2C pour vraiment comprendre l'individu, qui est aussi la base finalement des collaborateurs. Maintenant, l'idée, c'est de former les organisations et comment on est passé un peu l'un à l'autre. On s'est rendu compte qu'il y avait déjà beaucoup d'alumni qui allaient dans les équipes métiers, qui étaient un peu les data champions des équipes métiers, sans forcément aller sur un peu la tournivoire data analyst. Puis on a des exemples comme Charlie ou Stéphanie, s'ils nous écoutent, ils se reconnaîtront, qui sont allés aussi vraiment dynamiser, certains départements en disant, en fait, on a des vrais besoins aujourd'hui de formation et de montée en compétences et de création de cette Data Academy. Donc, faut pas avoir peur non plus. Data Academy, là, je parle du projet le plus complexe pour qu'on ait vraiment toute la globalité. Ça peut être des projets aussi plus simples parce que moins de collaborateurs, moins de BU à former, et eux qui nous ont montré qu'il y avait des besoins et qu'ils avaient les outils mais pas toujours la capacité et la culture data. Et donc c'est comme ça un peu qu'on est arrivé au B2B, et toute la méthode dont on a parlé, Robin, tout à l'heure, c'est vraiment la méthode qu'on a développée. C'est un peu c'est pas notre sauce secrète parce que c'est plutôt l'expertise sur la capacité à appliquer cette roadmap qui est vraiment super importante. Tu me parlais des risques. En fait, la gestion de projet, pour moi, si le projet est mal exécuté, c'est un vrai risque. Tu vois, la complexité selon la taille de la boîte, mais il peut avoir quand même une grosse complexité. Donc, il faut arriver à exécuter toutes les bonnes étapes au bon moment et que ça ait du sens. Parce que on parle effectivement de changer des comportements de collaborateurs, et c'est pas si facile que ça, quoi. Ouais, et puis je rebondis une seconde, mais quand tu parles du fait que ça puisse faire peur, c'est une Data Academy, et effectivement, on a commencé par la première question en disant qu'il faut aller convaincre le COMEX, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, si j'étais un leader data dans une boîte, je pense que je commencerais par juste, avec mon budget, ou réussir à choper un budget pour former peut-être 5 et max 10 collaborateurs, je pense que j'ai un énorme département, mais d'aller identifier justement ces premiers champions, faire mon test peut-être un petit peu en soum-soum, tu vois, en cachette, et me faire une conviction, valider que ça a de l'impact, et aller ensuite voir le COMEX, plutôt que de tout de suite commencer à essayer de mettre sur papier un projet Data Academy alors qu'on n'a pas encore de... Mais tu vois, on travaille avec pas mal d'entreprises qui justement sont dans ce côté-là. On est avec des head of data et on leur crée des initiatives individuelles, comme tu dis, ils ont un petit budget, un budget qui est quand même raisonnable, mais pour justement créer ces cas d'usage-là. Et ensuite, on va avec eux voir le COMEX pour leur dire, voilà la valeur qu'on a créée. Et du coup, on est un peu dans le même bateau à ce niveau-là. Nous, on ne conseille pas de commencer directement en disant, on va faire tout at scale directement, parce qu'en fait, ça peut créer par la suite des hésitations. On n'est pas sûr. Du coup,
on recule et c'est pas ce qu'on a envie de faire, quoi. On a un objectif et il faut y aller. Et juste une dernière question, parce que c'est potentiellement une question qu'on peut se poser, tu vois, quand on n'est pas familier avec le process. Une boîte comme DataBird, aujourd'hui, si justement un département a envie de lancer ce type de projet, vous, c'est all-inclusive, c'est-à-dire que vous arrivez avec justement la méthode que je viens d'évoquer, mais vous avez aussi les formateurs, les compétences pour co-créer ces use cases avec la boîte, vous avez après les assets digitaux dont tu parlais, notamment un peu en e-learning. C'est all-inclusive ou est-ce que vous devez travailler avec d'autres acteurs? Non, c'est all-inclusive, c'est la gestion de projet, c'est les formateurs, donc les sessions de formation, les fameux touchpoints à la suite de la formation pour continuer d'apprendre, les fameux contenus asynchrones en e-learning pour revoir, pour continuer d'approfondir, les fameux bilans, les fameux mappings de compétences. Enfin, c'est un peu all-inclusive, en sachant qu'on travaille aussi pour les boîtes. Ils se disent, bah voilà, j'ai une gouvernance à mettre aussi en parallèle de mon côté. Bah, nous, on travaille aussi avec des partenaires, boîtes de conseil, qui vont aussi en parallèle travailler sur vraiment l'implémentation de cette gouvernance pour être sûr que les projets voient correctement le jour. Écoute, Alexandre, on arrive sur la fin de cet échange. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette masterclass. Écoute, j'ai appris plein de choses. Et juste, si un membre de l'audience souhaite te contacter pour parler un peu Data Academy, il y a peut-être des passionnés de Data Academy dans l'audience. Comment ça se passe? Bah, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn, Alexandre Mini, ou par email, alexandre@data-bar.co. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup et je te dis à bientôt. Yes, c'est à la prochaine. Ciao.